Bonjour tout le monde. Je vais parler des rêves, mais du point de vue de l'histoire de l'ethnologie en situation coloniale, pour m'interroger sur le statut colonial des collectes de rêves en ethnologie, donc à la fin de la période coloniale, à la fois en abordant la question du point de vue d'administrateurs coloniaux intéressés par l'ethnographie et puis d'ethnologues professionnels. En France, je prendrai le cas d'ethnologues français. L'ethnologie devient professionnelle à partir de la fin des années 1920, donc on est à la fin de la période coloniale. La question du patrimoine, de la transmission, elle est centrale, je pense, effectivement, dans la réflexion qu'on doit avoir sur les rêves, puisque les rêves cessent d'être singuliers, idiosyncrasiques, à partir du moment où ils sont racontés à autrui, à la maman, par exemple. Et donc, c'est à partir du moment où ils sont transmis qu'ils deviennent collectifs. Et la question qu'on peut se poser, qui m'intéresse en tout cas dans la réflexion sur les rapports avec les collectes coloniales, c'est à qui appartiennent les rêves. D'où l'intérêt assez partagé par les administrateurs coloniaux pour tout ce qui relève de l'interprétation des rêves, de l'onérocritique, puisque à partir du moment où les rêves sont interprétés, ça devient des enjeux pour les groupes sociaux concernés. D'où la recherche, au début du XXe siècle, de clés des songes produites par les populations colonisées. Donc, j'ai mis une citation d'un administrateur colonial qui s'appelle Léon Toxier, qui était en poste en Haute-Volta, le Burkina Faso actuel, qui montre bien, qui s'intéresse à la typologie des rêves chez les populations qu'il administre, en l'occurrence les Mossi et les Fulbé. Et il montre qu'il existe 4 catégories, je ne vais pas rentrer dans les détails de rêves, et que certains sont considérés comme vrais et peuvent être interprétés comme des présages. Et donc l'intérêt des administrateurs coloniaux, c'est aussi, à partir de la production de clés des songes, la recherche sur la divination. Donc le rapport que les rêves des populations colonisées peuvent avoir avec l'avenir. Et donc, Toxier défend l'idée que toutes les populations ont leur clé des songes, qu'il s'agit de révéler. Il collecte un certain nombre de récits de rêves en notant la manière dont il forme des présages pour les populations concernées. J'avais noté quelques exemples. Si l'on rêve de l'adultère de sa femme, c'est qu'on est bel et bien trompé. D'un mouton, cela signifie que tel ou tel ancêtre en demande le sacrifice et alors on le lui fait, etc. Et parmi les quelques rêves qu'il collecte, un rêve est un rêve de guerre. Et ça m'intéresse parce que je me suis demandé dans quelle mesure les rêves de guerre n'étaient pas inquiétants pour un administrateur colonial. Des abeilles vues en rêve représentant des flèches à cause de leurs piqûres, et ainsi annoncent des hostilités. Rêver d'abeilles, c'est rêver de guerre. Ces récits de rêve, ils intéressent de nombreux administrateurs coloniaux. C'est le cas également de Charles Montaigle, qui est administrateur colonial en Côte d'Ivoire, puis au Soudan français, au Mali actuel, qui à son tour va collecter un certain nombre de récits de rêve de manière à constituer des sortes de clés des songes fragmentaires. Ça va beaucoup plus loin avec la personne suivante. On est là à la fin des années 1900, qui n'est pas une administratrice coloniale, c'est Béatrice Appia, est peintre en fait. Elle est veuve et elle épouse le gouverneur général de la Guinée, qui s'appelle Louis Blachère. Et elle commence à s'intéresser à ce moment-là à l'ethnologie et à collecter des informations sur les populations gouvernées par son nouveau mari. Elle liste comme ça des centaines de rêves interprétés en termes de présages. Un rêvé de beaucoup de petits caméléons vous rendra riche. Cette fois-ci, en notant à chaque fois le lieu de collecte, mais en occultant, et j'y reviendrai dans un instant, en occultant
l'auteur du micro-récit rapporté. Autre exemple encore, chez le cas de Paul Bacou, administrateur colonial, qui va multiplier aussi la collecte des interprétations de rêves, cette fois-ci chez les Bamanans, les Bambara de Koulikoro au Soudan français à l'époque, au Mali aujourd'hui. Donc là, on est entre les années 20 et les années 40, multiplication de ces collectes multiplication de ces collectes de rêves. Quelle est la spécificité de ce type de pratique? C'est, je viens de le dire, l'anonymisation des producteurs de ces récits de rêves. On y reviendra dans un exemple encore plus marquant dans un instant. Les informateurs, informatrices, comme on dit à l'époque, de ces administrateurs coloniaux ethnographes sont occultés, et le contexte de collecte est lui-même occulté. Donc, à la fois la situation d'interlocution dans laquelle a lieu la collecte, et puis bien sûr la situation coloniale elle-même et les asymétries qui peuvent parfois se deviner dans un certain nombre de ces rêves collectés. Ça revient à donner un caractère fixiste à ces rêves qui se retrouvent énoncés par un présent de vérité générale, avec l'usage du pronom indéfini « on » ou du pronom personnel tu, mais qui se voit conférer une sorte de valeur générique. Et donc, on a affaire à des rêves qui deviennent en quelque sorte des proverbes. C'est la forme proverbiale du récit de rêve qui se trouve ainsi produite. Et ce détachement du contexte d'énonciation conduit aussi à produire une sorte d'auteur collectif derrière ces récits de rêve, auteur collectif qui correspond au groupe ethnique. On est donc en contexte colonial, et le paradigme ethnique prévaut dans la production de ces clés des songes. L'idée, déjà énoncée par Toxé, c'est que chaque ethnie a sa propre clé des songes. L'exemple paradigmatique et presque caricatural de ce processus, c'est sur la slide suivante, c'est le travail de l'ethnologue tchèque Bohumil Lolas. Bohumil Lolas est recruté par l'Institut français d'Afrique noire au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il est naturalisé français en 1950 et il travaille en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, jusque dans les années 70. Mais dans les années 40, dès son arrivée au Sénégal, il commence ses recherches au Sénégal, il s'intéresse à la question des rêves, produit 2 articles, dont le second est d'ailleurs intitulé « La clé des songes des musulmans sénégalais ». Et grâce, contrairement aux administrateurs coloniaux, Bohumil Lolas, ses archives sont accessibles. Et grâce à ces archives, on voit quel travail il a fait pour produire cette clé des songes des musulmans sénégalais. En fait, il a tiré ces informations de 3 cahiers rédigés par des écoliers, des élèves de l'école William Ponty, une école qui visait à former des Africains pour servir l'administration coloniale, c'est-à-dire pour fournir des cadres pour l'administration coloniale, des instituteurs, etc. Et on a bien sûr ces cahiers, les noms de ces élèves, ils s'appellent Moustapha Wade, Oman Dao et Ahmed Diop. Et Bohumil Lolas, l'ethnologue, va compiler les cahiers dédiés aux clés des songes par ces élèves de l'école William Ponty pour produire une sorte de clé des songes cohérente. Donc il va écarter toutes les interprétations des rêves qui ne concordent pas, qui signifient des choses différentes selon qu'ils ont été collectés par Moustapha Wade ou l'un ou l'autre de ses collègues de l'école William Ponty.
Et puis surtout, Bohumil Aulas, pour produire cette clé des songes des musulmans sénégalais, dont il dit d'ailleurs qu'il s'agit d'une clé des songes des Wolofs, l'ethnie Wolof, donc il y a de nouveau le paradigme ethnique dont je parlais, il écarte tous les motifs de contact avec les colons. Il écarte par exemple, à un moment donné, il y a le motif du tigre, et comme il n'y a pas de tigre en Afrique, ça il l'écarte, sans se poser la question de savoir qu'est-ce qui est mis derrière le motif du tigre. Et puis, par exemple, alors qu'un imam a été interrogé par Diop, par Ahmed Diop, et donc Diop, sur son cahier, a retranscrit les informations de cet imam, qui s'appelle Sarr. Cet imam mentionne 4 rêves de changement pour les interpréter, devenir aveugle, devenir muet, devenir sourd et devenir blanc. Et Bohumil Aulas va retenir les 3 premiers rêves de changement, mais pas le devenir blanc, qui était pourtant le signe que l'on sera aimé des blancs, selon l'imam interrogé par Sarr, et dont la version est conservée dans son cahier. Bref, on voit bien à quel point ce souci de produire une clé des songes cohérente rejoint l'idée d'une sorte de pureté de la clé des songes qui doit évacuer les signes de la situation coloniale. Et également, d'ailleurs, ce qui est évacué, je le dis en passant, c'est aussi tout ce qui relève des conflits religieux entre chrétiens et musulmans, etc., dans le contexte sénégalais de ces années 30-40. Un seul exemple se distingue de cette volonté de produire des clés des songes génériques. C'est un exemple qui concerne la mission Dakar-Djibouti, qui est considérée souvent comme fondatrice de l'ethnologie française. On est entre 1931 et 1933, une grande mission ethnographique qui traverse l'Afrique de Dakar à Djibouti, comme l'indique son nom. D'une part, l'ethnologue qui dirige cette mission ethnographique, Marcel Griaule, s'est déjà intéressé aux rêves en Éthiopie. Il a déjà fait ce travail de collecte en Éthiopie de rêves interprétés comme autant de présages. Lors de cette mission, il va collecter une clé des songes, un manuscrit en amharique, manuscrit qui est produit par un peintre et donc c'est un peintre éthiopien, Naga, en fait, qui est payé pour produire des manuscrits destinés à enrichir les collections de la mission Dakar-Djibouti. Et cette clé des songes illustrée est l'un des manuscrits que Griaule rapporte à Paris et dépose à la Bibliothèque nationale, en fait. Ce manuscrit est toujours à la BNF à l'heure actuelle. Donc Griaule, lui, a une approche assez conventionnelle pour l'époque des rêves. L'intérêt porte essentiellement sur la clé des songes. Mais participe à cette mission Michel Léris, et c'est lui qui va introduire du trouble dans cette histoire de collecte des rêves. Pourquoi ? Parce que Michel Léris, c'est pas un ethnologue, il devient ethnologue au moment de la mission Dakar-Djibouti, il se forme comme ça sur le tas, si on peut dire. C'est avant tout un écrivain qui vient du surréalisme, qui a déjà l'habitude, dans le cadre de ses pratiques d'écriture surréaliste, de noter ses propres rêves. Et puis, il avait déjà noté, pour l'anecdote, il avait déjà recueilli des récits de rêves auprès de prostituées à Paris. Et d'autre part, Léris a aussi une expérience de cure psychanalytique. C'est d'ailleurs son psychanalyste qui lui conseille de partir en voyage. Et c'est ce qui le convainc de participer à cette mission Dakar-Djibouti. Autrement dit, la mission Dakar-Djibouti, ça forme comme une parenthèse dans une cure psychanalytique. Au retour, ça va toujours pas, donc il retourne voir son psy. L'ethnologie ne sert à rien de ce point de vue. Mais par contre, ça lui permet de collecter un certain nombre de récits de rêves. Alors, d'une part, il tient un journal intime dans lequel il poursuit son habitude de noter les rêves qu'il fait quasiment quotidiennement. Il note aussi quelques récits de rêves de ses collègues, ce qui montre bien que le matin, au réveil, ils se racontent entre eux à l'occasion les rêves qu'ils ont fait la nuit, notamment des rêves érotiques d'ailleurs.
Et par contre, plus intéressant, il note des rêves de ses interlocuteurs, interlocutrices, surtout interlocutrices africains, africaines. Il s'y intéresse d'abord au pays d'Ogon, donc une région située à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso actuel. À partir d'une recherche sur la notion d'âme, il va s'intéresser à la conception locale du rêve. Et à partir de là, avec un autre membre de la mission, il commence à envisager l'idée de produire une clé des songes. En fait, il va abandonner cette idée. Donc ça, c'est son collègue Luten qui collecte un récit de rêve l'informateur Dogon qui a rêvé qu'il était à Bamako, etc. Je n'insiste pas sur cette mise en fiche, mais en fait, c'est un moyen de patrimonialiser les rêves, cette logique de la production de fiches. Les rêves intègrent des fichiers ethnographiques, en fait. Je tenais à mettre aussi une photographie de l'informateur de l'ERIS. En fait, c'est vraiment avec cet informateur qu'il échange longuement. Et c'est surtout en Éthiopie que l'intérêt pour les rêves de ces interlocutrices va prendre de l'ampleur. D'une part parce qu'il va soumettre à l'occasion ses propres rêves à l'interprétation locale, en l'occurrence à l'interprétation d'une responsable rituelle du culte des arts, une possédée. Le culte des arts, c'est un culte à base de possession. Et en fait, il raconte un rêve à cette Malkam Ayaou qui l'interprète elle-même. Donc il est en situation de soumettre ses propres rêves à l'analyse locale, en quelque sorte. On peut passer à la... Et à l'inverse, il est aussi celui qui va récolter les récits de rêve d'un certain nombre de femmes éthiopiennes, notamment Emma Wahish, une femme dont il est amoureux et avec qui il y a un jeu implicite de séduction, sans doute de part et d'autre, mais dans une situation évidemment fortement asymétrique. Et donc les rêves qui sont racontés sont l'occasion de faire passer des messages, puisque par ailleurs Emma Wahish est la fille de Malkam Ayaou qui interprète les rêves, et d'autres femmes éthiopiennes qui sont également concernées par ces interactions avec les membres de la mission de Dakar Djibouti, y compris en termes d'échanges économico-sexuels, si on peut dire les choses comme ça, vont elles-mêmes raconter à l'ERIS des rêves qu'il va noter dans son journal intime et qu'il va aussi consigner dans des fiches ethnographiques. Un certain nombre de rêves sont écrits à la fois, transcrits à la fois dans les fiches ethnographiques et dans le journal intime. Et puis il y a des rêves. Une dernière catégorie de rêves qui intéresse l'ERIS, c'est les rêves du fils d'Emma Wahish. Emma Wahish est maman. Et son fils, en fait, aimerait être adopté, je vais très vite, mais selon l'ERIS, il aimerait être adopté par l'ERIS. Et donc, il raconte ses propres rêves et l'ERIS va les retranscrire, cette fois-ci uniquement dans les fiches ethnographiques. C'est des récits de rêves qui mettent en scène la figure du père. Donc, à travers l'expérience de l'ERIS, on est très très loin de ce que je vous expliquais, ce que je vous donnais à voir en termes de collecte coloniale des rêves, puisque là, ce qui est retranscrit tant dans le journal intime que dans les fiches ethnographiques, c'est à chaque fois quand même des expériences intersubjectives de transmission de récits de rêves. Une collecte de rêves qui est suscitée par l'ERIS, mais qui se donne parfois à voir sous la forme de la réciprocité.